Un père célibataire parlait en code. L'ex-analyste CIA, que la milliardaire n'attendait pas, allait changer sa destinée à jamais. Victoria Beaumont se tenait à la tête de la table de conférence, sa présentation illuminant les visages des membres du conseil d'administration de Beaumont Logistics. Elle parlait avec l'assurance rodée de quelqu'un qui n'avait jamais été questionné, jamais été mis en doute. Puis une voix trancha l'air de la pièce, calme mais indéniable. Ces chiffres ne correspondent pas. Ils ont été encodés. Toutes les têtes se tournèrent vers l'homme au bout de la table. Marc Dubois, un analyste de données de la petite entreprise que Beaumont avait acquise quelques semaines auparavant. Le sourire de Victoria se crispa. « Et qui êtes-vous pour questionner mon rapport ?» Marc soutint son regard sans ciller. Quelqu'un qui a décodé des choses bien plus compliquées. Cette histoire nous enseigne que l'intelligence véritable ne se mesure pas à l'arrogance ou au pouvoir, mais à la capacité de voir à travers les façades les plus sophistiquées pour révéler la vérité cachée. Elle nous rappelle que derrière les apparences les plus modestes peuvent se dissimuler des experts redoutables et que l'amour paternel peut pousser un homme à utiliser ses talents les plus dangereux pour protéger ce qu'il a de plus précieux. Dans un monde où la corruption semble triompher, ce récit prouve qu'un père déterminé, armé de son expertise et de sa détermination, peut faire vaciller les empires les plus puissants. Si vous croyez que la justice peut naître des endroits les plus inattendus, cette histoire va vous captiver. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce duel entre l'innocence paternelle et la corruption milliardaire va redéfinir votre vision du courage ordinaire. 3 mois plus tôt, Marc Dubois gara sa Citroën fatiguée dans la file d'attente de l'école primaire Montaigne. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les platanes centenaires de cette rue parisienne, projetant de longues ombres sur les pare-brises et les visages d'enfants. Quand Sophie émergea des doubles portes, son cartable rebondissant contre sa petite silhouette, Marc ressentit la même joie tranquille qu'il éprouvait chaque jour à ce moment. C'était la raison pour laquelle il avait reconstruit toute sa vie. Elle grimpa sur le siège arrière, parlant déjà avant que sa ceinture ne se boucle. « Papa, Madame Dubois a dit que mon travail de maths était excellent aujourd'hui. Elle a dit que j'avais résolu le problème plus vite que tous les autres de la classe. » Marc ajusta le rétroviseur pour voir son visage brillant de fierté et d'excitation. « C'est ma fille. Tu veux jouer au jeu de code ce soir ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent, comme toujours quand ils mentionnaient leur tradition spéciale. C'était la chose qui n'appartenait qu'à eux, le langage qu'eux seuls parlaient. Ça avait commencé il y a 4 ans, dans les semaines après la mort d'Elena, quand Marc avait eu besoin de quelque chose pour combler le silence qui menaçait d'engloutir leur petit appartement. Sa femme avait lutté contre le cancer pendant 2 ans avant qu'il ne l'emporte finalement. Et dans ces derniers mois terribles, Marc avait regardé Sophie se retirer en elle-même, devenir plus silencieuse, plus petite, comme si elle pouvait disparaître dans les murs et échapper au chagrin qui saturait leur foyer. Les jeux de code avaient été sa façon de l'atteindre, de lui rappeler que la communication pouvait être un jeu, que la connexion pouvait être trouvée même dans les moments les plus sombres. Ce qui avait commencé par de simples substitutions numériques était devenu des chiffres de plus en plus complexes, chacun un pont entre père et fille. Leur appartement dans le Marais était petit mais chaleureux, rempli des dessins de Sophie sur le réfrigérateur et des photographies d'Elena sur chaque surface disponible. Ce soir-là, après que le dîner ait été mangé et la vaisselle lavée, Marc s'assit à la table de cuisine avec un morceau de papier et un crayon, Sophie appuyée contre son épaule, regardant tandis qu'il écrivait une séquence de chiffres avec la précision minutieuse qui avait autrefois décodé des messages de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. « Tu te souviens du chiffre qu'on a appris la semaine dernière ?» demanda-t-il. Sophie hocha la tête sérieusement, son front se plissant de concentration. Elle étudia les chiffres, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle travaillait la substitution. Puis son visage s'éclaira d'un sourire si large qu'il rappela à Marc Elena, la façon dont sa femme riait quand elle était genuinement ravie par quelque chose d'inattendu. « J-E-T-I-A-I-M-E-P-A-P-A-A » annonça triomphalement Sophie. Marc la serra dans ses bras d'une étreinte qu'il aurait voulu faire durer éternellement. Le signal est toujours clair quand on sait comment le lire. C'était leur vie maintenant. Et Marc avait fait la paix avec sa simplicité.
Il travaillait comme analyste de données pour une petite entreprise de logistique du centre-ville, un travail qui nécessitait peut-être 10% de ses capacités réelles, mais lui permettait de partir à 17 heures chaque après-midi sans exception. Il cuisinait le dîner, aidait aux devoirs, jouait aux jeux de code et lisait à Sophie jusqu'à ce qu'elle s'endorme la tête sur son épaule. Personne à son bureau ne savait qu'il avait passé 12 ans comme analyste senior du renseignement signaux au siège de la DGSE à Paris. Personne ne savait qu'il avait décodé des réseaux de communication pour des syndicats de criminels internationaux, qu'il avait reconstitué des fragments de transmission interceptés qui avaient mené à l'arrestation de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. Il avait laissé tout ça derrière lui quand Elena était morte. Le travail avait exigé trop de lui, l'avait gardé loin pendant les mois où sa femme avait le plus besoin de lui, quand sa fille avait le plus besoin de lui. Après les funérailles, Marc avait regardé le visage de Sophie et pris une décision que ses anciens collègues ne comprenaient toujours pas et ne comprendraient probablement jamais. Il avait quitté une carrière que la plupart des professionnels du renseignement auraient tuée pour avoir accepté un salaire qui était le 5e de ce qu'il gagnait et s'était engagé à être présent, complètement présent, chaque jour. Marc remarqua que quelque chose clochait dès que Sophie franchit les portes de l'école. Son élan habituel était absent, ses yeux fixés au sol, comme si elle avait peur de lever la tête et de voir le monde qui l'entourait. Elle monta dans la voiture sans parler, son silence lourd d'une façon qui fit se serrer la poitrine de Marc d'inquiétude immédiate. « Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il, gardant sa voix désinvolte malgré les sirènes d'alarme qui résonnaient dans son esprit. Sophie haussa les épaules, ne croisant toujours pas son regard. « Bien. » Le mot resta suspendu entre eux, évidemment et douloureusement faux. Marc n'insista pas. Il avait appris que Sophie parlerait quand elle serait prête, que la presser ne faisait que la pousser à se retirer encore plus en elle-même. Ils rentrèrent à travers les rues bordées d'immeubles historiques, passant devant les épiceries d'angle et les églises et les petits parcs où Sophie avait appris à faire du vélo juste 2 étés auparavant. À l'appartement, Sophie alla directement dans sa chambre pour changer ses vêtements d'école. Marc commença à préparer un goûter, coupant des tranches de pommes et les arrangeant sur une assiette comme elle aimait, quand il entendit un petit bruit du bout du couloir. Pas tout à fait un sanglot, mais quelque chose qui s'en approchait. Il trouva Sophie debout devant son miroir, sa chemise à demi retirée, figée sur place. Sur son bras, s'étendant sur la peau pâle comme un nuage d'orage, était un bleu de la taille d'une balle de tennis, violet et furieux, clairement récent. La vue le fit se tordre violemment l'estomac. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblant avec l'effort de garder sa voix stable et calme. Les larmes vinrent alors, perçant le mur qu'elle avait construit pendant le trajet de retour. Entre les sanglots, l'histoire émergea par fragments que Marc reconstitua avec la même précision analytique qu'il utilisait autrefois pour décoder les communications ennemies. Claire Beaumont, la fille de la femme que tout Paris appelait la plus jeune PDG de l'histoire de la ville, avait coincé Sophie à la récréation avec un groupe d'amis. Sophie avait résolu un problème de maths que Claire n'arrivait pas à faire, avait répondu correctement quand Claire avait mal répondu. L'humiliation avait été publique, vue par une 12aine d'autres enfants. Alors Claire et ses amis avaient poussé Sophie sur l'asphalte, avaient frotté son bras contre la surface rugueuse, pendant que les autres enfants regardaient en silence, trop effrayés pour intervenir. « Elle a dit que je n'avais pas le droit d'être plus intelligente qu'elle », chuchota Sophie à travers ses larmes. « Elle a dit que les enfants pauvres n'avaient pas le droit d'être meilleurs qu'elle en quoi que ce soit. Elle a dit que sa maman pouvait rendre nos vies misérables si elle voulait. » Marc serra sa fille contre sa poitrine, la tenant contre lui pendant qu'elle pleurait. Son esprit s'emballait à travers les réponses, les actions, les diverses façons dont il pourrait adresser cette situation. L'analyste en lui cataloguait déjà l'information, notant les schémas, classant le nom Beaumont pour référence future. Mais surtout, il était juste un père, tenant son enfant blessé, souhaitant pouvoir absorber sa douleur en lui-même. « Tu n'as rien fait de mal », dit-il finalement, sa voix rugueuse d'émotion contrôlée. « Tu es intelligente, c'est quelque chose dont il faut être fier, jamais quelque chose pour laquelle s'excuser. »
Sophie se recula pour regarder son visage. « Pourquoi les riches pensent qu'ils peuvent faire du mal à tout le monde, papa ?» Mark resta silencieux un long moment, considérant sa réponse avec soin. « Parce que personne ne leur a jamais enseigné autrement, » dit-il tranquillement. « Parce qu'ils n'ont jamais fait face aux conséquences de leurs actions. » Le lendemain matin, Mark était assis en face du directeur de l'école primaire Montaigne, un homme nerveux nommé Henderson qui n'arrivait pas à croiser son regard. Le bureau sentait le vieux café et le papier vicié, et par la fenêtre, Mark pouvait voir les enfants jouer dans la cour, inconscient de la conversation qui se déroulait dans ces murs. « Monsieur Dubois, je comprends votre préoccupation, mais la situation est compliquée. » Mark garda sa voix mesurée avec un contrôle exercé. « Un enfant a agressé ma fille. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? » Henderson bougea inconfortablement sur sa chaise. « La famille Beaumont a été très généreuse envers cette école. Ils financent 40% de notre budget annuel, le nouveau laboratoire de sciences, le programme de musique, les activités après l'école. » Il s'arrêta, apparemment reconnaissant comme ses mots sonnaient « Ent ». « Je vais parler à Claire. Je suis sûr que c'était juste un malentendu entre enfants. » Mark se leva, comprenant parfaitement. Il n'y aurait pas de justice ici. Une semaine plus tard, la nouvelle se répandit dans le bureau de Mark comme un feu de forêt dans des broussailles sèches. Beaumont Logistics avait acquis la petite entreprise où il travaillait. Tous les employés seraient retenus et transférés au siège principal rue de Rivoli avec effet immédiat. Mark était assis à son bureau, fixant le mémo qui venait d'arriver dans sa boîte mail, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Il travaillerait maintenant pour la mère de la fille qui avait blessé sa fille, marchant dans un bâtiment possédé par une famille qui croyait que l'argent pouvait acheter l'immunité contre les conséquences. Une partie de lui voulait démissionner, s'en aller et trouver un autre travail tranquille où il pourrait rester invisible et anonyme. Mais une autre partie, celle qui avait passé 12 ans à traquer des schémas dans le bruit, à chasser la vérité dans le chaos, sentit quelque chose s'agiter qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était le vieil instinct, celui qui l'avait rendu précieux à l'agence, celui qui reconnaissait quand quelque chose clochait, même avant qu'il puisse articuler ce que c'était. Il se présenta au siège de Beaumont Logistics un lundi matin, montant l'ascenseur au 7e étage où le département d'analyse était installé. Le bâtiment était tout vert et acier, moderne et imposant, un monument à la richesse et à l'ambition qui dominait les rues historiques du centre de Paris. Sa nouvelle superviseure était une femme distraite nommée Patricia, qui semblait soulagée d'avoir quelqu'un qui pouvait réellement faire le travail sans supervision constante. Elle le dirigea vers un bureau près de la fenêtre et lui tendit des identifiants de connexion. « Vous allez analyser des données d'expédition », expliqua-t-elle. « Route, timing, métriques d'efficacité. Ce n'est pas un travail excitant, mais ça fait tourner les trains à l'heure, ou les camions dans notre cas. » Mark hocha la tête, s'installant dans sa nouvelle chaise, ouvrant déjà l'interface de base de données avec une efficacité rodée. En 2 heures, il avait trouvé la première anomalie. C'était subtil, le genre de choses qui passerait devant n'importe qui n'était pas spécifiquement formé pour le voir. Les expéditions du port du Havre montraient des déclarations de poids qui ne correspondaient pas au calcul de capacité des conteneurs. Les temps de transit étaient 18% plus longs que les routes standards l'exigeraient. Et les codes de traçage, enterrés dans des milliers de lignes de données, que personne ne regardait jamais, suivait un schéma que Mark reconnaissait immédiatement de ses années à l'agence. C'était une ancienne méthode de chiffrement qu'il avait rencontrée des années auparavant en analysant des réseaux de contrebande opérant depuis l'Europe de l'Est. Quelqu'un avait intégré des informations cachées dans des numéros d'identification apparemment aléatoires, utilisant un chiffre qui ressemblerait à du bruit sans signification pour tout observateur normal, mais qui était en réalité un système de communication sophistiqué. Mark ne dit rien à personne. Il continua son travail, méthodique et sans hâte, tandis que son esprit cataloguait chaque discordance, chaque schéma, chaque fil qui connectait une anomalie à une autre. L'image était incomplète, mais même le fragment suggérait quelque chose de massif. Ce soir-là, assise avec Sophie dans leur appartement pendant qu'elle travaillait sur son jeu de code, elle leva les yeux vers lui avec la perception qui l'étonnait toujours. « Tu penses à quelque chose, papa ?»
Tes yeux deviennent différents quand tu résous un puzzle. Ils deviennent vraiment concentrés. Mark sourit, à la fois fier de son observation et inquiet de ce vers quoi il les emmenait tous les deux. J'ai trouvé un problème difficile au travail. Un vraiment difficile. Le visage de Sophie était sérieux, avec la gravité que seuls les enfants de 9 ans peuvent rassembler. Tu le résoudras, tu résous toujours. Il tendit la main pour ébouriffer ses cheveux, mais son esprit était ailleurs, calculant, pesant les risques, considérant la distance entre ce qu'il avait découvert et ce qu'il devrait en faire. Les semaines suivantes devinrent une danse prudente entre deux identités. Mark arrivait au travail chaque matin, accomplissait ses tâches assignées avec une compétence tranquille et utilisait chaque moment libre pour creuser plus profondément dans les données. Il cartographia le flux d'expéditions suspectes, identifia les ports et entrepôts qui apparaissaient encore et commença à construire une idée-image de quelque chose de beaucoup plus grand que de simples irrégularités comptables. Les schémas pointaient vers une société écran appelée Meridian Freight. Sur le papier, c'était un partenaire légitime sous contrat pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Mark croisa les données, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune preuve que l'entreprise existait au-delà de la paperasserie et des comptes bancaires dans le Delaware. Quelque chose clochait gravement chez Beaumont Logistics, et Mark allait découvrir exactement quoi. La réunion générale eut lieu dans la salle de conférence principale, un espace conçu pour intimider avec ses plafonds de 9 mètres et ses baies vitrées du sol au plafond, donnant sur l'horizon parisien. Victoria Beaumont se tenait devant, commandant l'attention sans effort apparent. Elle était plus jeune que Mark ne s'y attendait, peut-être 27 ans, avec des traits acérés et des yeux couleur vert de mer qui semblaient évaluer tous ceux sur lesquels il se posait. Elle parla de projections de croissance et de parts de marché, de la vision de l'entreprise pour l'avenir, et Mark regarda les autres employés hocher la tête comme des fidèles recevant un sermon d'un prédicateur particulièrement charismatique. Après la réunion, l'assistante de Victoria s'approcha du bureau de Mark. « Mademoiselle Beaumont aimerait vous voir dans son bureau, maintenant, si vous êtes disponible. » Le 18e étage était un monde entièrement différent. Tout bois poli et œuvres d'art originales et une vue qui s'étendait jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Victoria était assise derrière un bureau qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Mark, sa posture détendue, mais ses yeux tranchants et calculateurs. « Mark Dubois, dit-elle, désignant une chaise en face d'elle. Votre rapport d'efficacité sur les routes du Sud-Est était impressionnant. Vous avez identifié des goulots d'étranglement que notre équipe senior a ratés pendant 2 ans. » Mark s'assit, son expression soigneusement neutre. « J'aime juste les chiffres. Ils racontent des histoires, si on sait comment écouter. » Victoria se pencha légèrement en avant. L'étudiant. « Ne soyez pas modeste, je sais reconnaître le talent. Et vous en avez. C'est pourquoi je vous offre une promotion. Analyste senior, rapport direct aux opérations, triple votre salaire actuel, plus accès à toute notre architecture de données. » Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, observant toute réaction, tout signe révélateur qui pourrait révéler ce qu'il pensait. J'ai repris cette entreprise quand j'avais 25 ans parce que je pouvais voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. J'ai bâti cet empire en reconnaissant le potentiel et en l'exploitant. Je vois quelque chose en vous, Mark, quelque chose qui est gaspillé dans un box du 7e étage. Mark garda sa respiration stable, son expression plaisamment vide. 12 ans d'entraînement gardèrent son langage corporel complètement neutre. C'est une offre généreuse. Je suis juste un type qui aime les schémas et veut rentrer chez sa fille à une heure raisonnable. Le sourire de Victoria ne vacilla pas, mais quelque chose scintilla derrière ses yeux. De l'intérêt peut-être, ou de la suspicion. Réfléchissez-y, les opportunités comme celle-ci ne viennent pas souvent. Après qu'il soit parti, Mark prit l'ascenseur vers le bas, son esprit traitant les implications de tout ce qui venait de se passer. Elle le testait, réalisa-t-il. L'offre était genuine. Mais c'était aussi une évaluation. Victoria Beaumont avait bâti sa réputation sur la lecture des gens, sur l'identification des menaces, avant qu'elles ne se matérialisent. Son ensemble de compétences inhabituelles avait attiré son attention,
Et maintenant, elle essayait de déterminer s'il était utile ou dangereux. Dans son bureau, Victoria décrocha son téléphone dès que la porte se ferma derrière Mark. « Jonathan », dit-elle à son directeur financier, le nouvel analyste, Dubois. « Je veux une vérification complète des antécédents. Fouille profonde, tout ce que vous pouvez trouver. » La voix de Mercer était prudente à l'autre bout. « Quelque chose vous inquiète à son sujet ?» Victoria se tourna pour regarder par la fenêtre la ville en contrebas, son reflet se profilant sur le verre comme un spectre. Il ne m'a pas regardé comme les hommes me regardent habituellement. Il n'était pas impressionné ou intimidé ou attiré. Il m'observait, calculait. Elle marqua une pause, sa mâchoire se crispant. Je n'aime pas être de l'autre côté de cette équation. J'aurai un rapport complet d'ici la fin de la semaine, promit Mercer. Victoria termina l'appel et resta à la fenêtre un long moment, regardant la circulation s'écouler dans les rues, loin en bas, comme du sang dans les veines. Elle avait hérité des instincts de son père avec son entreprise, et ces instincts lui disaient que Mark Dubois n'était pas ce qu'il paraissait être. Elle avait bâti cet empire en faisant confiance à ses instincts, en reconnaissant le danger avant qu'il ne se matérialise, et en l'éliminant avant qu'il ne puisse menacer ce qu'elle avait créé. Elle n'allait pas s'arrêter maintenant, pas quand tout ce pourquoi elle avait travaillé était en jeu. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que l'homme tranquille au sourire plaisant et au comportement sans prétention avait déjà percé sa façade élaborée. Que chaque chiffre qu'elle pensait caché, chaque schéma qu'elle croyait invisible, était catalogué et décodé par quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à faire exactement ça pour des gens bien plus dangereux qu'elle. Le jeu avait commencé et aucun joueur ne comprenait entièrement les vrais enjeux impliqués. Mark accepta la promotion, raisonnant que l'accès aux données de niveau supérieur lui permettrait de comprendre l'étendue complète de ce sur quoi il était tombé. Mais il fut prudent de jouer un rôle, de devenir quelqu'un de bien moins menaçant que la personne qu'il était réellement. Il posa des questions évidentes en réunion, celles dont quiconque avait réellement lu les documents d'information connaîtrait déjà la réponse. Il travaillait lentement, méthodiquement, ne montrant jamais la capacité analytique qui pouvait traiter 1000 points de données dans le temps qu'il fallait aux autres pour en comprendre 10. Et chaque fois que Victoria entrait dans une pièce, il s'assurait d'avoir l'air impressionné, même légèrement décontenancé, comme tout le monde semblait la regarder. La performance était épuisante, mais nécessaire. Dans sa vie antérieure, il avait maintenu des couvertures pendant des mois, prétendant être des gens qu'ils n'étaient pas, tout en rassemblant des renseignements qui démantèleraient des empires criminels. Ce n'était pas différent, se dit-il, juste une autre mission. Pendant ce temps, il continuait son vrai travail dans les marges et les ombres. Les anomalies qu'il avait identifiées étaient des fils dans une tapisserie plus large, et pièce par pièce, il assemblait l'image que personne d'autre ne pouvait voir. Meridian Freight apparaissait dans les données comme un partenaire légitime sous contrat pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Mark creusa plus profondément, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune preuve réelle que l'entreprise existait au-delà de la paperasserie et des comptes bancaires dans le Delaware. L'argent coulait dans Meridian et ressortait de Meridian. Des millions d'euros qui apparaissaient brièvement dans le système avant de disparaître dans les opérations légitimes de Beaumont Logistics comme de l'eau absorbée dans le sable. Dans les soirées après que Sophie soit allée se coucher, Mark s'asseyait dans son petit bureau à domicile, cartographiant les connexions et calculant des chiffres qui devenaient plus troublants chaque semaine qui passait. L'ampleur de l'opération était stupéfiante, bien plus large que tout ce qu'il avait initialement suspecté. Un soir, en enseignant à Sophie un nouveau chiffre, un code de substitution plus complexe que tout ce qu'elles avaient essayé auparavant, elle s'arrêta dans son travail et le regarda avec les yeux de sa mère. « Papa, pourquoi les gens cachent des messages d'abord ?» Mark considéra sa réponse avec soin, conscient que sa fille absorbait tout ce qu'il disait. Parfois parce qu'ils veulent protéger quelque chose d'important, quelque chose qu'ils aiment. Il marqua une pause. Et parfois parce qu'ils veulent cacher quelque chose de mal qu'ils ont fait. Sophie hocha lentement la tête, traitant cette information. Laquelle est ta raison? Mark sentit sa poitrine se serrer d'amour et d'inquiétude à parts égales. La première, ma chérie, toujours la première.
Au travail, il remarqua que la surveillance s'intensifiait. La caméra de sécurité près de son bureau avait été ajustée, son objectif pointant maintenant directement vers son poste de travail. Mercer trouvait des excuses pour passer devant son bureau plusieurs fois par jour, toujours avec une question ou un commentaire désinvolte qui semblait tout sauf désinvolte. Le département IT lançait des audits inattendus de son activité informatique. Mark reconnaissait les signes. Il avait été de l'autre côté de cette équation de nombreuses fois dans sa carrière, observant des cibles qui ne savaient pas qu'elles étaient observées. La différence était que maintenant il savait, et il continua quand même, prenant soin de ne leur donner rien d'exploitable tout en construisant steadiment son dossier. Il créa une carte mentale de tous ceux qui pourraient être impliqués dans l'opération. Victoria était clairement au centre, l'architecte et principal bénéficiaire. Mercer gérait le côté financier, déplaçant l'argent à travers des comptes conçus pour obscurcir ses origines. Il y en avait d'autres aussi. Directeur d'entrepôt et coordinateur d'expédition dont les signatures apparaissaient sur des documents qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais Mark avait besoin de plus que des soupçons et des schémas. Il avait besoin de preuves, le genre qui tiendrait devant un tribunal fédéral, le genre qui ne pouvait pas être expliqué par des avocats coûteux et des juges amicaux. Les jours se transformèrent en semaines. Mark maintenait sa couverture tout en rassemblant des preuves, toujours conscient des caméras qui regardaient, toujours prudent de paraître inoffensif. Il savait qu'il manquait de temps, mais il savait aussi qu'il était proche. Sophie rentra de l'école avec un autre incident à rapporter, mais cette fois son comportement était différent. Claire avait déchiré son devoir devant toute la classe, avait fait rire les autres enfants, pendant que Sophie restait là avec les morceaux de son travail acharnés éparpillés à ses pieds comme des confettis. Mais Sophie ne pleurait pas. « Je ne l'ai pas laissé me voir bouleversée, » dit Sophie, sa petite mâchoire fixée avec une détermination qui rappelait tellement Helena à Mark que son cœur se serra. « Je sais que j'ai raison et je pense que Claire fait ces choses parce qu'elle est malheureuse à l'intérieur. Les gens heureux n'ont pas besoin de faire du mal aux autres. » Mark la serra dans ses bras, submergé par la fierté et la peur à parts égales. Sa fille devenait plus forte, trouvant sa propre résilience face à la cruauté. Mais il savait aussi que ses actions chez Beaumont Logistics pourraient mettre en danger. Si Victoria découvrait ce qu'il faisait, si elle décidait de s'attaquer à lui par son enfant, la force nouvellement trouvée de Sophie ne suffirait peut-être pas à la protéger. Cette nuit-là, après leur jeu de code habituel, Mark assit Sophie à la table de cuisine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue, sérieux d'une façon qui dépassait leur conversation habituelle père-fille. « J'ai besoin de t'enseigner quelque chose de spécial, dit-il, un code qui est juste pour nous. Pas pour le plaisir cette fois, mais au cas où quelque chose d'important arriverait jamais. » Les yeux de Sophie s'élargirent légèrement, sentant la gravité dans sa voix et y répondant avec un sérieux correspondant. Mark sortit l'exemplaire usé de Charlotte et sa toile, qui avait été le livre préféré d'Helena à lire à haute voix. Le même livre qu'elle lisait encore ensemble, parfois quand Sophie manquait sa mère et avait besoin de se sentir connectée à sa mémoire. Il expliqua le code basé sur les numéros de pages et les positions de mots. Un système simple mais incassable que seul quelqu'un, avec cette copie exacte de ce livre exact, pourrait jamais décoder. « Si j'ai jamais besoin de te dire quelque chose d'important, » dit Mark, tenant ses mains dans les siennes, « quelque chose que je ne peux pas dire à voix haute, pour quelque raison que ce soit, j'utiliserai ce code. Tu comprends? » Sophie hocha la tête solennellement, ses yeux brillants du poids de cette confiance secrète. « Je me souviendrai, papa. Pour toujours, je le promets. » Plus tard cette nuit-là, après que Sophie s'endorme en serrant le livre contre sa poitrine, Mark passa un appel téléphonique qu'il repoussait depuis des semaines. Thomas Brennan répondit à la deuxième sonnerie, sa voix rugueuse par l'heure tardive, et la surprise évidente. « Marc Dubois, je me demandais quand tu ferais surface. » Ils avaient travaillé ensemble des années auparavant pendant une opération conjointe entre DGSE et DCRA qui avait démantelé un réseau de trafic humain opérant sur 3 continents. Brennan était l'une des rares personnes en dehors de l'agence qui comprenait exactement ce dont Mark était capable, et l'un des encore plus rares en qui Mark faisait confiance de sa vie.
J'ai peut-être quelque chose pour toi, dit Mark. Beaumont Logistics, quelle est la profondeur de votre enquête? Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, remplie du poids d'informations classifiées et de décisions calculées. Assez profonde pour savoir qu'on n'a pas assez. On les surveille depuis 2 ans, mais on ne peut faire entrer personne à l'intérieur. La famille est paranoïaque, prudente. Ils ont appris des erreurs passées. La voix de Brennan tomba à peine au-dessus d'un murmure. Sois extrêmement prudent, Mark. Victoria Beaumont est jeune, mais elle a appris de son père et il a fait disparaître 2 témoins en 2019. On n'a jamais trouvé les corps. Mark absorba cette information, l'ajoutant au calcul de risque qui tournait déjà dans sa tête. Le danger était réel, plus réel qu'il ne l'avait entièrement reconnu jusqu'à ce moment. « Je suis prudent, dit-il, mais je suis aussi proche. Donne-moi encore quelques semaines. » Après avoir raccroché, Mark s'assit dans l'obscurité de son petit bureau, pensant à Helena, à Sophie, à la vie qu'il avait construite sur les ruines de l'ancienne. Il finirait ce qu'il avait commencé. Il ferait tomber Victoria Beaumont et il le ferait sans laisser quoi que ce soit arriver à sa fille. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. L'image devint claire dans la 3e semaine de l'enquête de Mark, révélant quelque chose de bien pire qu'il n'avait initialement imaginé. Meridian Freight était une société écran conçue pour blanchir l'argent d'organisations criminelles à travers les opérations d'expédition légitimes de Beaumont Logistics. L'ampleur était stupéfiante. Plus de 400 millions d'euros au cours des 3 dernières années, coulant à travers un réseau complexe de fausses factures et d'expéditions fantômes qui n'existaient que sur papier. Mais le blanchiment d'argent n'était qu'une partie de l'opération. Une partie des fonds était utilisée pour corrompre des officiels au port du Havre, officiels qui regardaient ailleurs quand certains conteneurs passaient l'inspection sans être ouverts. Ces conteneurs contenaient de l'électronique volée, des biens de luxe contrefaits, et pire encore, des composants technologiques restreints exportés illégalement vers des pays sanctionnés. Le genre d'exportation qui violait les lois fédérales et mettait potentiellement en danger la sécurité nationale. Mark compila tout dans un fichier chiffré, un dossier complet qui connectait nom aux chiffres, transactions aux dates. Chaque pièce de preuve était documentée, référencée, croisée et vérifiée. Il le transmit à Brennan par un canal sécurisé, puis effaça toute trace de ses recherches de son ordinateur de travail en utilisant des protocoles qu'il avait appris des années auparavant pour exactement ce genre de situation. Mais il avait sous-estimé à quel point il le surveillait de près. Mercer examina les journaux d'accès ce même soir, notant des fichiers qui n'avaient pas été ouverts depuis des années, apparaissant soudain dans l'historique d'activité. Des fichiers qui se connectaient à Meridian Freight, aux opérations du Havre, à la vérité soigneusement cachée au centre de l'empire de Victoria Beaumont. Les eurodatages racontaient une histoire qui ne pouvait pas être expliquée par une analyse de routine des données. La convocation arriva à 19h quand le bâtiment s'était vidé et que les couloirs résonnaient de silence. L'assistante de Victoria apparut au bureau de Mark avec un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Beaumont aimerait vous voir maintenant. » Le 18e étage semblait différent la nuit, les ombres s'accumulant dans les coins, les lumières de la ville scintillant froides à travers les fenêtres comme des étoiles distantes. Victoria était assise derrière son bureau, Mercer debout à côté d'elle, les bras croisés, et entre eux, sur la surface polie, se trouvait un dossier que Mark reconnut immédiatement. Son dossier personnel de la DGSE. Sa photographie avec Brennan d'il y a 5 ans, prise à une conférence qu'aucun d'eux n'avait réalisée, était surveillée par des contractants de renseignements privés. La voix de Victoria était de glace. « Pensiez-vous que je ne découvrirais pas qui vous êtes? Un analyste senior de la DGSE avec 12 ans d'expérience, travaillant soudain dans la saisie de données pour 60 000 € par an. Vous avez dû penser que j'étais stupide. » Elle se leva, marchant autour du bureau avec une lenteur délibérée, ses talons cliquant contre le parquet comme un décompte. « Vous avez été dans mon système, Monsieur Dubois, accédant à des fichiers que vous n'avez aucune raison d'accéder. Alors je vais vous demander une fois et j'attends une réponse honnête. À quoi jouez-vous exactement? »
Mark resta assis, sa posture détendue, sa respiration égale et contrôlée. Il avait été entraîné pour des moments comme ça, pour des interrogatoires et des confrontations où montrer de la faiblesse signifiait tout perdre. « Je ne joue à rien », dit-il calmement. « Je fais mon travail, analyser les données, et vos données racontent une histoire très intéressante. » Victoria s'arrêta directement derrière sa chaise, si proche qu'il pouvait sentir son parfum, quelque chose de cher et floral qui ne pouvait masquer l'intention prédatrice en dessous. Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Vous avez une fille, Sophie, n'est-ce pas Tessis, n'est-ce pas? Elle va à l'école avec ma Claire. Ce serait tellement dommage si quelque chose arrivait à cette petite fille. Les enfants sont si fragiles. Des accidents arrivent chaque jour. » Mark se tourna pour lui faire face et quelque chose dans ses yeux la fit reculer d'un pas involontaire. De l'acier et de la glace, 12 ans de regarder fixement des terroristes et des seigneurs du crime compressés en un seul regard qui promettait des conséquences. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie, Victoria. Il sortit son téléphone de sa poche et le posa sur le bureau. L'écran montrait un appel actif. Le chronomètre tournant, les mots « Bureau de terrain DCRI Lyon » affichés clairement en dessous. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque menace contre son enfant avait été transmise en direct à des agents fédéraux qui entraient à ce moment-là dans le bâtiment avec un mandat fédéral. Le visage de Victoria blêmit quand le sang quitta ses joues. Elle pivota vers Mercer, cherchant du soutien, un allié, mais Mercer s'était adossé contre le mur, ses mains levées, son expression celle d'un homme qui avait déjà fait son choix et regardait maintenant les conséquences se déployer. « Je ne sais rien de tout ça, » dit-il rapidement. « Je n'ai jamais été impliqué. » Au loin, l'ascenseur sonna. 3 jours plus tôt, Mark avait arrangé pour que Mercer découvre accidentellement des documents montrant que Victoria prévoyait de faire de lui le bouc émissaire si l'opération était jamais mise au jour. De faux ordres de transfert vers une filiale au Panama, des mémos antidatés qui mettaient de la signature de Mercer sur des décisions clés, une trace soigneusement fabriquée de preuves qui l'aurait envoyé en prison pendant que Victoria marchait libre. Face à cette révélation, Mercer avait fait exactement ce que Mark avait anticipé. Il était allé à la DCRI, avait offert sa coopération en échange de l'immunité, était devenu le témoin de l'intérieur que Brennan cherchait depuis 2 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un carillon doux. Brennan sortit en premier, suivi d'une équipe d'agents en équipement tactique, les sons de leurs bottes remplissant le silence qui était descendu sur le 18e étage. Ils bougèrent avec une efficacité rodée, se déployant pour sécuriser les sorties, tandis que Brennan s'approchait de Victoria avec des menottes déjà dans sa main. « Victoria Beaumont, vous êtes en arrestation pour blanchiment d'argent, fraude, exportation illégale de technologies restreintes et conspiration pour obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Le visage de Victoria se déforma de rage alors que les agents lisaient à ses droits, alors que le métal froid se refermait autour de ses poignets avec un clic définitif. Elle se tourna vers Mark une dernière fois, ses yeux brûlants de haine. « Vous pensez avoir gagné? Mes avocats me feront sortir d'ici demain matin. Je vais vous détruire. Je vais détruire votre fille. » Mademoiselle Beaumont, interrompit Brennan, sa voix plate et professionnelle. Je vous conseillerais fortement d'arrêter de parler. Tout ce que vous dites est enregistré et vous avez déjà rendu notre dossier considérablement plus facile. Ils l'emmenèrent à travers le bureau qu'elle avait dirigé pendant 5 ans, passant devant les œuvres d'art et les vues et les monuments à son pouvoir. Mark la regarda partir, ne ressentant pas le triomphe, mais l'épuisement, le poids des dernières semaines s'installant finalement sur ses épaules comme un fardeau physique. Brennan s'approcha, lui tapant le dos avec un respect authentique. « Sacré boulot, Mark. On l'a sur blanchiment d'argent, fraude, violation d'exportation et maintenant menace contre un témoin fédéral. Elle regarde 30 ans de prison fédérale minimum. » Mark hocha la tête de façon absente. Son esprit était déjà ailleurs, pensant déjà à Sophie, à rentrer à la maison, à retourner à la vie tranquille qu'il avait choisie 4 ans auparavant quand il avait tout quitté. « Les preuves tiendront devant le tribunal ?» demanda-t-il.
solide comme le roc. Entre ce que tu as rassemblé et le témoignage de Mercer, elle est finie. Toute son opération est finie. Mark sourit pour la première fois en heures. Le travail était fait. Victoria Beaumont ferait face à la justice pour ses crimes, passerait des décennies en prison à payer pour les vies qu'elle avait endommagées et les lois qu'elle avait brisées. L'argent qu'elle avait blanchi serait tracé et saisi. Les officiels corrompus seraient arrêtés. Toute la structure pourrie serait démolie et exposée à la lumière. Il conduisit à travers les rues tranquilles de Paris, passant devant les bâtiments historiques et les maisons endormies et les vies vécues derrière des fenêtres éclairées. Demain apporterait des entrevues et des dépositions et la machinerie lente et grinçante du système légal. Mais cette nuit, il voulait juste rentrer à la maison, vérifier Sophie, s'asseoir dans l'obscurité tranquille de sa chambre et l'écouter respirer, se rappeler tout ce qui importait, tout ce qu'il avait combattu pour protéger. Certains signaux n'avaient pas besoin d'être décodés. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être analysées ou vérifiées ou référencées croisées contre d'autres points de données. Certaines choses étaient simplement claires, aussi claires que l'amour entre un père et son enfant. 6 mois plus tard, le printemps était venu à Paris, apportant chaleur et nouvelle croissance aux rues historiques du Marais. Le procès de Victoria Beaumont domina les nouvelles pendant des semaines, un défilé de preuves et de témoins et d'arguments légaux qui se termina par des verdicts de culpabilité sur 47 chefs d'accusation. Elle passerait les 3 prochaines décennies dans une prison fédérale, son empire démantelé, son nom synonyme de corruption et d'avidité. Mark reçut des offres de la DCRI et de ses anciens collègues de la DGSE, des postes de consultants avec des salaires qui auraient résolu tous les soucis financiers qu'il pourrait jamais avoir. Il les refusa tous sans hésitation. Au lieu de cela, il accepta un poste avec une organisation à but non lucratif qui enseignait la cybersécurité aux adolescents défavorisés. Un travail qui payait modestement, mais lui permettait de récupérer Sophie à l'école chaque après-midi à 15 heures. Cette histoire nous enseigne que l'intelligence véritable ne réside pas dans l'arrogance ou le pouvoir, mais dans la capacité humble de voir à travers les façades les plus sophistiquées pour révéler la vérité cachée. Elle nous rappelle que derrière les apparences les plus modestes peuvent se dissimuler les experts les plus redoutables, et que l'amour paternel peut transformer un homme ordinaire en justicier implacable. Mark pensait mener une vie tranquille d'analyste effacé, mais quand sa fille fut menacée par la corruption institutionnelle, il révéla des talents qui firent trembler un empire criminel. Victoria croyait régner par la peur et l'intimidation, mais elle découvrit qu'un père protégeant son enfant peut déployer des ressources qu'aucune fortune ne peut acheter. Ensemble, ils ont prouvé que dans le combat entre l'innocence et la corruption, c'est souvent l'amour parental le plus discret qui triomphe de la puissance la plus ostensible. Leur affrontement nous rappelle que dans notre monde, les vrais héros ne portent pas de cape, mais des costumes de bureau et utilisent leurs compétences exceptionnelles pour protéger ceux qu'ils aiment et servir la justice. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a rappelé que l'expertise authentique, couplée à l'amour paternel, peut déplacer des montagnes, partagez-la avec quelqu'un qui croit en la puissance de la détermination tranquille et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le triomphe de la justice ordinaire sur la corruption extraordinaire.